Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité, c'est 100% Alsace, 100% régional, avec Sabrina Keller qui nous rejoindra sur ce plateau. La présidente de Femmes de Foot invite ce soir David Lutke, président de l'association Le Sourire d'Hugo pour son garçon, on en parlera. Tanguy Flores nous promènera dans l'actualité de Chappe avec Timbré, c'est du muesli made in Strasbourg. On parlera du nouveau spectacle de la compagnie Alexis Grus, Origine, avec Stéphane Grus. Grus, ça existe depuis 1854. Et nous aurons dans quelques instants sur ce plateau Sylvie Reff, auteure de La Patrie du Vent, cette Alsacienne, écrit notamment sur les malgré nous et certains à Tambov. On en parle en quelques minutes après le JT Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. L'asperge d'Alsace arrive sur les tables et elle est un peu en avance cette année grâce à des conditions météorologiques favorables. Exemple à Heurt. Un champion du monde pour lutter contre les exclusions et les discriminations, Lilian Thuram a rencontré 120 lycéens alsaciens ce matin à Strasbourg. Et puis nous avons suivi 16 jeunes apprentis cuisiniers qui se sont affrontés à Mulhouse lors du premier trophée Jean-Marc Kieny. Mais pour commencer, s'il faudra bien changer d'heure ce dimanche, ce sera une des dernières fois. Le Parlement européen a voté aujourd'hui à Strasbourg à la fin du changement d'heure à l'échéance 2021. Chaque pays reste néanmoins libre de choisir s'il préfère l'heure d'été ou l'heure d'hiver. L'heure d'été, c'est celle qui a été plébiscitée par les Français. Début mars, ils se sont déclarés à 60% en faveur de cette solution. C'est donc ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'il faudra avancer sa montre d'une heure. C'est l'heure des premières récoltes d'asperges en Alsace et cette année la saison est particulièrement précoce grâce à de bonnes conditions météorologiques notamment. Alors que vous les préfériez chaudes ou froides, en vinaigrette ou à la mayonnaise, c'est le moment et ça ne dure pas longtemps. Reportage à Heurt, Camille Roland. Sur les parcelles d'Emmanuel, à Heurt, les asperges pointent déjà le bout de leur nez. Le producteur ne pensait pas les voir arriver si tôt. Avec un hiver doux, un mois de février ensoleillé et de bonnes conditions pour protéger les cultures par des films plastiques, le sol s'est rapidement réchauffé. Et la pousse a pris de l'avance, 8 à 10 jours de précocité. C'est à la main qu'Emmanuel récolte ses premières asperges avec une technique bien particulière. Là, on voit l'asperge qui dépasse du sol. On creuse avec ses deux doigts le long de l'asperge pour libérer justement l'asperge de la terre. On prend notre gouge, on longe le long de l'asperge et on la décroche la griffe. Vous allez entendre le petit crack. Voilà, il y a un petit crack et là on décroche l'asperge au niveau de la griffe. La griffe de l'asperge, elle est située à 40 cm sous la terre. À Heurt, capitale de l'asperge, le sol est sableux, favorisant une récolte précoce. Ainsi, 90% des 225 producteurs alsaciens n'ont pas encore commencé la saison. Ici, le légume blanc doit être récolté tôt le matin pour éviter qu'il ne prenne des couleurs. On démarre avec les variétés précoces et avec le film transparent pour les avoir un peu plus tôt. Et c'est pour réguler la saison un peu pour qu'il n'y ait pas tout qui vient en même temps non plus. On récolte dès qu'elle dépasse la surface du sol. Il faut qu'on la récolte. Parce que sinon il y a photosynthèse, elle devient verte, elle devient bleue, toutes les couleurs. Donc, et c'est plus de la valeur marchande par après. Donc il faut passer, même si on n'a pas beaucoup, il faut quand même passer. Il faut surtout la laisser à l'ombre. Tant qu'elle est dans le sol, elle est blanche. Et là, celle-là, elle dépasse, mais ça fait pas longtemps qu'elle est sortie de terre. Cet après-midi, ce soir, elle est déjà violette, cette asperge-là. Ni verte ni violette, en Alsace, l'asperge se mange blanche. Dans la région, 1500 à 2000 tonnes d'asperges sont produites chaque année. Cette fois-ci, les producteurs alsaciens espèrent atteindre le même rendement. Une année précoce, ouais, c'est toujours bon pour nous, parce que ça permet d'étaler la campagne et ça permet, je dirais, de décréter un peu les pics de production. On espère avoir une grande quantité, oui, atteindre notre rendement, je dirais entre 5 et 7 tonnes à l'hectare, à peu près. C'est un rendement objectif en Alsace. Et après, trop de production, c'est pas bon non plus, parce que le marché doit aussi, il faut aussi les vendre. On sort de 2018. 2018 a quand même été une année avec beaucoup de production. Et on a quand même eu des soucis de marché, ça il faut le dire. Donc c'est pas dû à l'Alsace.
C'est dû au contexte, je dirais, européen. Il y avait beaucoup de production au niveau européen et bon, on est quand même en concurrence avec nos voisins allemands qui savent produire de l'asperge en très grosse quantité. Et puis les Landes, le sud-ouest, qui sont des très gros producteurs d'asperges. Éviter la concurrence, trouver de la main-d'œuvre, voilà les enjeux des producteurs locaux cette saison. L'asperge ainsi récoltée est soigneusement lavée, puis découpée dans une machine en fonction de la norme de calibre de 22 cm et triée selon sa qualité. Il ne reste plus qu'à l'éplucher pour la déguster. Quand un champion du monde de football et une eurodéputée rencontrent des lycéens pour vaincre le racisme et les discriminations, Lilian Thuram et Cécile Kienge ont invité les élèves du lycée Marie Curie de Strasbourg à s'interroger sur des questions qui parfois dérangent et à réfléchir sur la notion d'exclusion. Adeline Piron. Fier d'être noire et le transmettre. C'est le combat de Cécile Kienge comme ce matin au lycée Marie Curie de Strasbourg. Ses rêves de petite fille, elle les a réalisés. Celle qui voulait être médecin est ophtalmologiste et femme politique. Aujourd'hui, on a la libre circulation, il faut avoir aussi la libre circulation des idées. Et donc, venir ici parler aux jeunes, je crois que c'est très important. Ils ont besoin de vivre et voir la réalité en face, de voir les gens qui sont en train de lutter dans les institutions pour les lois qui sont appliquées sur eux aussi et qui luttent pour les droits des autres. Et donc, arriver ici, leur faire voir que nous sommes là en chair et os et on se bat pour les droits de tout le monde, c'est important. Née en République démocratique du Congo, elle a traversé les frontières. Arrivée en Italie, la jeune femme fait face à de nombreux obstacles. Victime de racisme, Cécile Kienge s'engage pour la défense des droits des immigrés. Et puis un jour, à 40 ans, elle entre en politique. À 49 ans, elle est nommée ministre italienne pour l'intégration. Aujourd'hui, elle continue son combat au Parlement européen et transmet aux jeunes sa combativité et l'envie de réaliser des rêves. On peut réussir malgré les discriminations. C'est un autre motif qui m'emmène dans les écoles pour parler avec les étudiants. C'est de dire qu'il ne faut pas renoncer à son propre rêve. Et donc, il faut faire confiance aux institutions, à l'école et surtout aussi à la famille pour que nos rêves puissent être réalisés. Et de notre côté, on ne peut pas abandonner les jeunes. On doit tous travailler dans cette société pour que chaque rêve puisse être une réalité. Les lycéens n'étaient pas timides ce matin. Leurs questions, ils les ont posées sans hésitation à l'eurodéputé. Et puis, elle a passé le relais à Lilian Thuram, qui lui aussi se bat avec sa fondation contre le racisme et toute forme de discrimination. L'ancien footballeur impressionne. Un peu, au début. Et puis les langues se délient. Les élèves se détendent. Pas de place au tabou dans cette salle. Parler de racisme ou d'homophobie, se questionner sur ses propres préjugés, c'était tout l'enjeu de cette matinée. Penser que mépriser certaines personnes, c'est tout à fait normal. Non, le mépris, c'est pas quelque chose de normal. Et lorsque, par exemple, on parle d'homophobie, on parle de violence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes adultes homosexuels qui mettent fin à leur vie. Mais ils mettent fin à leur vie à cause de nous, de la société. Parce qu'on leur envoie une image négative de ce qu'ils sont. Ce n'est pas eux qui ont un problème, c'est les autres. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, nous avons beaucoup plus de capacités qu'on le croit. Et qu'il faut travailler à développer une très très bonne estime de soi. Très souvent, dans le racisme, dans l'homophobie, il y a aussi des gens qui méprisent les autres pour se rassurer sur ce qu'ils sont. Les élèves auraient bien continué la discussion, mais la cloche a sonné. De cette matinée, les lycéens pourront garder une photo de classe. De quoi se rappeler les débats et s'interroger à nouveau sur ses propres actes. Si vous habitez sur le trajet de la ligne 10 des bus de la CTS à Strasbourg, vous n'entendrez bientôt plus les moteurs de ces bus. En novembre, 12 bus électriques circuleront entre la gare et Gallia. Des bus du chinois Yutong assemblés et aménagés à Ingwiller par le groupe Dietrich Carbus. Cela portera d'ici la fin d'année à 24 le nombre de véhicules électriques qui circuleront sur le réseau strasbourgeois. Plus d'explications avec Alain Fontanel. C'est la ligne ceinture, c'est en plein cœur de ville, ça traverse la Cruteno. C'est une ligne où les nuisances sonores et olfactives sont particulièrement présentes. Et bien là, à partir du mois de novembre, non seulement on roulera propre, mais ça sera sans bruit. L'objectif, c'est qu'en 2025, la CTS roule à 100% propre, 100% décarboné. C'est un objectif important par rapport à l'enjeu de la pollution à Strasbourg, par rapport aux enjeux de développement durable et pour préserver simplement notre qualité de vie.
Et puis un mot de sport maintenant. En tennis, Pauline Parmentier, numéro 3 française et 55e joueuse mondiale, sera présente aux internationaux de tennis de Strasbourg. Elle vient rejoindre Caroline Garcia, première joueuse française et 21e mondiale. La 33e édition de ce tournoi se tiendra à Strasbourg du 18 au 25 mai. C'est au tour du chou et du porc que se sont affrontés 16 jeunes hier à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Inscrits en 3e année de Bac Pro Restauration, ils participaient à la première édition du Trophée Kenny. Adrien Laby. Recuisiner l'Alsace, un thème cher au chef Jean-Marc Kieny, brutalement décédé en 2017. Hier, sa famille et ses amis organisaient un concours hommage à destination des apprentis cuisiniers. 4 équipes venues des bacs pro de la région s'affrontaient autour d'un plat unique. Au menu, carré de porc, pommes de terre, légumes de saison et bien sûr choucroute. Objectif, faire impression sur une brochette de chefs alsaciens parmi les plus grands. C'est assez incroyable de se dire qu'on va les rencontrer et qu'ils vont manger ce qu'on a fabriqué. C'est assez inspirant et je trouve que c'est une grande chance de pouvoir participer à ce trophée. Allez. Pour l'équipe du lycée Alexandre Dumas, le chrono tourne, il va falloir envoyer. Olivier Nasty, président du jury, observe chaque geste, mais ne manque pas non plus d'encourager la jeune brigade. Moi, je suis un peu là pour les réconforter. Je suis un peu là pour leur dire, allez, concentrez-vous sur votre travail. Il reste quelques minutes, 3 minutes, 4 minutes. Je les aide par mon expérience, tout simplement. Si les chefs sont souvent ceux que l'histoire retient, autour de la table, on le sait bien, pas d'étoile sans un service en salle irréprochable. Nous, on s'occupe donc de l'argumentaire, de vendre le plat et de mettre en valeur en fait le travail de la cuisine, sinon ce qu'ils ont fait ne sert un peu à rien. Donc on essaie vraiment de le mettre en valeur. Amoureux du terroir alsacien, Jean-Marc Kieny était aussi un passionné qui aimait transmettre. C'est cette dimension de l'homme que ses amis ont souhaité mettre en valeur au travers du concours. C'est très, très important même de faire des concours et surtout dans les écoles hôtelières. Puisque c'est l'avenir, nous formons les futurs cuisiniers. Adrien Zeller. Les résultats sont tombés, c'est l'équipe du centre de formation Adrien Zeller à Elkirch qui remporte le concours. Larmes de joie pour les vainqueurs, déception pour les autres. Mais tous aujourd'hui auront reçu une belle leçon de leur père. Ça fait des expériences, apprendre à gérer le stress, rencontrer des chefs, ceux qui nous aider, c'est juste génial. En plus du trophée, l'équipe victorieuse verra son plat mis à la carte de la maison Kieny. Rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine édition du concours. 70% du public français est adepte de variétés françaises, à en croire le nouveau rapport publié par la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Et cette chanson française était justement à l'honneur de la 2e édition du tremplin à nos chansons. Elle s'est déroulée hier soir à Paris. Et parmi les 7 artistes finalistes, l'artiste alsacienne Léopoldine HH, elle a remporté 2 prix. Un reportage de Nora Bouriois. Trois chansons pour 2 prix, une bonne moyenne pour Léopoldine HH, coup de cœur des programmateurs et prix d'interprétation au tremplin à nos chansons. Elle a proposé 2 de ses compositions et une reprise de Pierre Perret, le parrain du concours. On a gagné 2 prix sur 5, c'est ouf. J'avais dit aux garçons, bon peut-être qu'on va pas gagner ce soir parce qu'on a déjà gagné d'autres prix et bon faut un peu que ça tourne. Mais voilà, on a gagné le prix des programmateurs, le coup de cœur des programmateurs et le prix d'interprétation. Voilà, décerné par le jury, décerné par Pierre Perret et c'est hyper émouvant. On est très très contents. 160 candidatures ont été enregistrées pour ce concours. Léopoldine HH avait dû passer une première audition publique en mars pour se retrouver parmi les 7 finalistes. Mais l'artiste alsacienne n'est pas novice. Elle avait déjà remporté le prix Moustaki en 2017 et le prix Sarava en 2018. Les tremplins, ce sont des endroits où il y a beaucoup de programmateurs qui viennent et faire venir des programmateurs au concert, c'est pas toujours évident. Donc tout à coup de jouer 3 morceaux devant une salle où il y a des professionnels, ça permet de continuer à tourner, de continuer à se faire connaître. Et oui, on est plutôt bien lancé en ce moment, on tourne beaucoup, mais il faut jamais s'arrêter, je crois. Léopoldine HH prépare aujourd'hui un 2e album et un spectacle de théâtre à partir des chansons de Gérard Manset. Elle jouera cet été au Festival d'Avignon et par la suite au TAPS à Strasbourg.
RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Il y a un mois à peine, elle décrochait le titre prestigieux de meilleur ouvrier de France. Et hier, Christelle Laureau et son mari étaient à l'Élysée pour régaler les chefs d'État de leur délicieux fromage. Avec notamment Frédéric Anton et Jean-François Piège, les chefs étoilés, Christelle et son mari Cyril ont porté haut les couleurs de l'excellence alsacienne. Et regardez bien qui a pris la photo des chefs et des mofs sur le perron de l'Élysée. Eh bien oui, c'est bien Emmanuel Macron, le photographe. Voilà Christelle et Cyril Laureau, deux mofs. Merci beaucoup pour ces informations. On accueille le plateau du soir avec Tanguy Flores, Sabrina Keller et son invité David Lutke, accompagné de nos invités. Venez Sylvie Reff sur ce plateau, l'écrivain. Et bien sûr Stéphane Grus, on parlera de la compagnie Alexis Grus. Installez-vous tranquillement, un petit coup d'œil par la météo et on se retrouve juste après. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre météo de ce mercredi et c'est un temps plutôt ensoleillé qui nous attend sur la majeure partie du territoire. Regardez, du soleil prévu sur la quasi-totalité du territoire, comme je le disais, à part quelques nuages de prévus sur le nord, notamment sur le nord du Bas-Rhin et le nord de la région du Bade-Wurtemberg, avec des températures qui restent fraîches en ce mercredi matin. Quand même, comptez 3 degrés du côté de Wissembourg, 3 degrés également pour Colmar, 4 degrés du col de Saverne jusqu'à Strasbourg, un petit degré. La minimale du territoire, ce sera pour Mulhouse, Alkirch ou encore pour Bâle. L'après-midi, pas de grand changement. Toujours autant de soleil prévu de Strasbourg à Mulhouse en passant par Colmar, du soleil également du côté de Karlsruhe, encore de Baden-Baden, quelques nuages qui persistent dans le nord du territoire alsacien ainsi que du côté d'Offenbourg, beaucoup plus nuageux par contre dans le nord de la Suisse. Des températures qui grimpent en ce mercredi après-midi forcément, 12 degrés du côté de Saverne toujours, 13 degrés pour le reste du territoire alsacien, 13 degrés également du centre au sud de la région du Bade-Wurtemberg, 14 degrés. Ce sera pour Bâle. Un petit coup d'œil sur vos prévisions de jeudi maintenant et toujours pas beaucoup de changements. Un ciel qui se voile quand même davantage, un temps un peu plus humide nous attend ce jeudi, mais des températures qui grimpent. 16 degrés de moyenne sur l'Alsace et la région du Bade-Wurtemberg et jusqu'à 17 degrés prévus dans le nord de la Suisse. Mercredi, nous serons donc le 27 mars et ce sera la journée mondiale du théâtre. Le soleil se lèvera à 6h18 pour se recoucher à 18h51. On gagnera encore 4 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. À demain. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Elle est écrivain, poète. Sylvie Reff est avec nous pour La Patrie du Vent. On va parler de ce roman très inspiré des réalités. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. La Patrie du Vent est un roman dont l'action se situe autant durant la guerre 39-45 avec des malgré nous qu'aujourd'hui. Est-ce que, Sylvie Reff, c'est la mémoire des rescapés de Tambov, des malgré nous que vous avez, qui a guidé votre écriture ? Ce sont des faits réels qui ont eu lieu pendant la dernière guerre. Nous savons tous que cette génération est en train de disparaître, des malgré nous. Que nous avons un devoir de transmission. Nous avons entendu beaucoup de récits. Mon père était malgré nous, entre autres. Votre oncle était malgré nous, vos cousins étaient malgré nous. Tout à fait. Et nous avons donc ce devoir de transmettre ce que nous avons reçu et de montrer que ces faits qui ont continué d'impacter les inconscients nécessitent d'être écoutés et entendus, surtout aujourd'hui. Il y a deux histoires en une, si je puis dire. Guerre de 39-45, il y a cet Alsacien Jean Fromm, malgré nous, déserteur qui va sauver de la mort une jeune femme russe qui s'appelle Ludmilla. Les nazis l'avaient tout simplement abandonné les pieds, pendus par les pieds. Elle allait tout simplement se vider et mourir. Une rencontre autour de la vie. Ils se rencontrent, ils vont faire l'amour juste une fois. Ça donnera un bébé, ça donnera un enfant. On est là dans les années 39-45 et on arrive à 2010 où il y a Macha, la trentaine, et Percy qui est un jeune réalisateur québécois et eux décident de partir faire un film sur l'Alsace, la Sibérie et le Québec. Que cherche Macha et que cherche Percy, ce Québécois ? Macha cherche à savoir où ont passé ses grands-parents, pourquoi
On a du mal à s'adapter à l'Occident, puisque son père était un grand pianiste qui n'est pas arrivé à s'adapter ici. Et ils veulent savoir où a passé la grand-mère aussi, qui avait été amenée de force par les nazis, avec des milliers d'autres jeunes slaves contraints de travailler dans les usines d'armement, de Schiltigheim entre autres, des choses qu'on a un petit peu oubliées. Et pour ce faire, ils décident donc de tourner un film qui s'appellera La patrie du vent. Voilà, c'est la patrie du futur. Vous avez bien inspiré, hein. Tout à fait, c'est la patrie du futur, comme nous le montre la jeune Suédoise Greta, avec tous ces jeunes qui marchent. Pour moi, c'est ça la future patrie, hein, qui va sauver la planète, si vous voulez. Et donc, pour tourner ce film, il voyage entre Magadan, Vladivostok et le Québec, en transitant bien sûr par l'Alsace. À propos de Jean Fromm, vous écrivez « La France l'a abandonné aux Boches, qui l'ont incorporé de force dans l'armée. La France l'a abandonné. » Tout à fait, parce que c'est le sentiment qu'avaient majoritairement les Alsaciens en 1940, lorsque l'Alsace a été nazifiée de force à une vitesse... En Allemagne, ils ont mis 10 ans, si vous voulez, pour nazifier. En Alsace, ça a été fait en quelques mois. Donc on imagine la violence et la brutalité, et les Alsaciens, majoritairement, se sont sentis abandonnés par la France et par Pétain, il faut lui dire. Voilà. Et ils ont été contraints par les Allemands. Avec... Le Québécois, il est drôle. Hein. Il dit ça me fait plaisir de voir l'Alsace pour une fois qu'elle est française. Hein. Voilà, c'est les petites touches d'humour. Je voudrais revenir sur Ludmilla, cette héroïne, on va dire, de ce roman, qui fait partie des 3000 femmes polonaises, russes, ukrainiennes, vous venez d'en parler, qui ont été forcées en 1943 par les nazis à venir ici en Alsace travailler dans les usines d'armement, usines de munitions. Ces femmes, la plupart sont restées après, hein, ont épousé un garçon de ferme, sont restées. Cette Ludmilla, elle vous a été inspirée par qui ? C'est le personnage de Valentine, nous l'avons bien connu, parce que tout ce que je raconte, ce sont des faits qui ont été vécus par des gens. Je ne me permettrai pas d'inventer. Et Ludmilla a vécu dans notre village. Elle est arrivée en 1943. Et après la guerre, elles sont restées, et ils sont restés parce que leur village avait été passé au lance-flammes par l'armée allemande et était de toute façon sous zone soviétique. Et toute leur famille dispersée, ils ne savaient pas où. Donc ils n'avaient plus de patrie, plus d'endroit où aller, comme les exilés de nos jours qui sont obligés de se coudre la patrie dans l'ourlet du cœur et d'essayer de survivre jour après jour, en s'adaptant et en se créant une nouvelle patrie avec le meilleur des gens là où ils sont. Vous parlez de transmission de la mémoire. Est-ce que ces membres de votre famille vous ont raconté ce qu'ils ont vécu en tant que malgré nous ? On a tous un petit peu ça dans nos familles. Dans ma famille, mon grand-père m'a raconté ce que c'était d'être incorporé de force. Vous aussi, ça fait partie de cette transmission de la mémoire. Et plus largement, quand ils sont revenus, est-ce qu'ils avaient l'impression d'être encore allemands, d'être encore nazis? Est-ce qu'ils ont souffert de ça, du regard des autres? Est-ce que ça a été compris, cette incorporation de force par rapport aux autres? C'est ce que vous écrivez, hein. Tout à fait. Ils n'ont, d'abord, ils ne se sont jamais sentis allemands. Ils n'étaient jamais. Ils étaient français avant Bien tout, sûr. et alsaciens. Incorporés malgré nous. Tout à malgré fait. Toute cette génération, à chaque repas, moi je suis née en 1946, donc à chaque repas familial, eh bien, ça se terminait par des récits de Tom Boff, de tout ce qu'ils avaient vécu, si bien que nous avons engrammé tout ça, et qu'un beau jour, on ne sait pas quoi en faire, et on a besoin de raconter. Et je crois qu'ils se sont sentis incompris, surtout. Ce roman a été refusé 13 fois à Paris par de grands éditeurs. C'est mon 22e livre. Je n'ai jamais de problème pour publier à Paris. Et là, on m'a dit, vous savez, c'est local, on n'est pas concerné. C'est local, essayez donc de trouver un petit éditeur alsacien. Nous c'est pas notre histoire. Je rappelle qu'on a reçu, on a présenté ici une bande dessinée qui est exceptionnelle, qui s'appelle Le Voyage de Marcel Grobe, d'accord, qui est l'histoire de Malgré nous, écrit par quelqu'un qui travaille sur France Inter, etc. Ça a été un succès, mais qu'est-ce que ça a été compliqué d'expliquer à des Yann Barthès dans Quotidien ce qu'est un malgré nous. Ils ne comprennent pas, c'est une notion qui est totalement alsacienne et mosellane, et c'était vraiment compliqué. On l'avait reçu quelques temps après, et Yann Barthès relançait. Ça persiste aujourd'hui. Vous parlez des incorporés de force, c'est plus fort que ça, les malgré nous. Ça persiste parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Si on n'en a pas eu dans sa famille, on ne peut pas comprendre, on est tout de suite dans le jugement.
Je m'en suis rendu compte quand j'étais étudiante, je faisais des camps dans les pays de l'Est où venaient des volontaires de toute la planète. Et lorsqu'on échangeait nos histoires le soir autour d'un feu, eh bien, tout le monde secouait la tête en se disant « mais c'est pas possible, ce sont des traîtres, c'est pas possible. On peut pas enfiler un uniforme allemand. » Le problème, c'est que si vous vous enfuyiez, eh bien, c'est toute votre famille qui était déportée, punie, voire fusillée. C'était pas aussi simple que ça. Je voudrais qu'on voit cette couverture. Regardez, la patrie du vent. Parlez-nous de cette couverture, elle est importante avec ce petit oiseau sur un fil barbelé, ça raconte. Elle est très parlante, c'est une très bonne illustratrice, Ouais. Bénédicte Amar, qui a réussi. Et ce petit oiseau est universel, symbolique, la liberté posée sur les barbelés. Je veux dire, c'est un langage immédiat qu'on comprend partout, et pour moi, c'est ça que l'art doit être. On doit comprendre partout, voilà, sur l'île d'Hokkaido, partout, on doit tout de suite comprendre une image. Je crois que ma patrie est le vent, écrivez-vous. Lui seul souffle par-dessus les frontières et disperse partout les semences de la liberté. Merci Sylvie Reff. Voilà. Merci la patrie du vent, évidemment, à lire. Vous restez avec nous, on va découvrir un petit peu l'univers de Femmes de foot avec sa présidente Sabrina Keller. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Pas mal, hein, là, ça. Ouais. C'est sympa, ça. Voilà. France Football, à la page 30, qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement Sabrina Keller et les invités que vous aviez la semaine dernière. Cette semaine, vous mettez encore quelqu'un d'exceptionnel à l'honneur? Et oui, ce soir, c'est un coup de cœur pour une histoire incroyable d'un papa qui parcourt des milliers de kilomètres pour faire découvrir quoi? Le sourire de son fils. Je trouve ça magnifique. D'Hugo. David, bonsoir. Vous êtes donc le papa de jumeaux, nés le même jour que vous. Alors, il y a trois garçons nés le même jour. Hugo et Loïc. Vous apprenez à la naissance qu'Hugo souffre du syndrome de Littel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que En fait, les gens comprennent plus facilement, en règle générale, quand on parle d'enfant IMC, ce qui veut dire infirme moteur cérébral. Il a été privé d'oxygène à la naissance et ça veut dire que maintenant, il a les muscles en fait, du tronc en fait, et de la colonne qui ne lui permettent pas de se maintenir assis, encore moins debout. La nuque qui tombe, et à contrario, en fait, tout ce qui est les bras, les jambes, qui sont toujours très spastiques et tendus, quoi. Alors, cette IMC n'altère pas la bonne humeur de votre fils. Vous dites que c'est un concentré de sourire. On le voit d'ailleurs sur les images des vidéos qui seront faites. Il est vraiment au taquet. Il a la banane, hein. Ouais, ça. Alors, en 2016, vous vous lancez dans une aventure incroyable. Avec des petites foulées et en tandem avec Hugo, vous allez partir faire 350 km, un périple entre Perpignan et Lourdes. Comment ça vous est venu cette idée? J'avais envie de passer du temps avec lui. C'est une des choses que je sais faire, c'est courir. Et je pense que c'est quelque chose qui a germé en fait sur quelques semaines, quelques mois, et je me dis tiens, ça serait chouette. Perpignan en fait, c'est du coup les grands-parents en fait qui habitent là-bas, mes parents et moi. Donc c'est symbolique, et puis Lourdes pour cette énergie. Exactement. Et ce que c'est vrai que c'est une énergie juste incroyable. C'est un lieu qui est très parlant en fait pour ça. Une volonté de faire mieux connaître aussi le handicap, ou dire ce sont des personnes à part entière qui peuvent aussi réaliser des rêves. Exactement, ouais. On peut le transcender. Et je pense que il y a vraiment pour ma part, c'était vraiment de changer le regard et de montrer que sur le papier, tout à l'heure, on parlait d'IMC ou d'enfants qui est atteint du syndrome de Little, mais je pense qu'au-delà de tout ça, en fait, c'est juste des gamins qui sont extraordinaires parce qu'ils ont une énergie et un sourire. Enfin, il a un sourire et je pouvais pas être... Vous voulez le montrer à tout le monde, voilà, quoi. Parce qu'ensuite, il faut hein. quand même savoir, Tanguy, Lionel, que vous avez fait 450 km entre Florence et Vérone. Puis ça suffisait pas, 650 entre Lisbonne et Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, c'est une énergie assez c'est une piqûre d'adrénaline à chaque fois, le fait d'aller à la rencontre des gens, du coup. Mais vous, qu'est-ce qui vous reste de ces voyages? Des souvenirs incroyables. Et sur toutes les rencontres, qu'elles soient brèves ou plus longues, les soirées qu'on passe ensemble ou juste sur le bord dorment d'une chez route. l'habitant, hein. Il y a pas de. Qu'est-ce que vous dites à Hugo quand vous partez? Quand vous dites on va se faire 450 km, mon garçon, comment vous lui expliquez ça? Je lui dis que voilà, on va aller à la rencontre des gens, qu'on va passer des chouettes moments, qu'on va rigoler ensemble, qu'on va chanter ensemble, qu'on va se raconter des histoires et voilà, le temps passe comme ça. C'est ce qui en fait me permet
de contrecarrer le temps que j'ai un peu moins dans le quotidien, je le partage comme ça avec lui, quoi. En 2017, vous rencontrez quelqu'un qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, Lionel Yves Vancy. Ouais. C'est une belle rencontre et il vous a emmené dans son projet. C'est ça, ouais. De partir en Himalaya. Ouais. Yves Vancy, en fait, qui est tout simplement le président de Vue d'Ensemble, une association qui essaye d'ouvrir le handicap visuel, donc pour non-voyants et les malvoyants, en fait. On voit ceux qui feront partie de l'aventure, hein. On les a vus là à l'écran, ce sont des malvoyants. Pour exactement, ouais. On est à peu près, on est 16 et on va partir dès le 12 septembre, en fait, on prend l'avion puis on part en Himalaya, en fait. Ils s'entraînent super dur pour ce périple. Hugo est le plus jeune. Tout à fait, ouais. C'est un peu la mascotte de l'équipe et malgré, il est choyé, il est vraiment... Alors pour soutenir ce projet, il y a une cagnotte. Ils ont quand même besoin de beaucoup d'argent. On voit à l'écran, c'est Hello Asso sur le site de Vue d'Ensemble. C'est important. Ouais. C'est en fait oui, on cherche alors des sponsors. Il y a déjà eu des gens qui ont fait des dons du coup qui sont déductibles des impôts et qui nous permettent justement de faire cette aventure, quoi. Moi j'ai un cadeau ce soir quand même. J'aime bien être le Père Noël, vous le savez bien. Il faut à peu près 4 000 € pour qu'une personne puisse réaliser ce rêve. On va le faire, on va financer. C'est gentil. Oui, je voulais pas vous le dire avant, sinon c'est pas une surprise. Donc voilà, on offrira ces 4 000 € pour Soygo. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, ça c'est le cadeau femme de foot. Et il le savait vraiment pas. Non, ça se voit. Mais même moi qui aime bien dire les trucs avant, là je me retenais, mais non. On est très heureux, donc du coup on va vous suivre, Alsace 20 aussi. Vous avez créé une association pour aider aussi le financement des thérapies qui sont assez lourdes. Ouais. On va retrouver les sites, Sourire d'Hugo, souriredugo.com. C'est ça. En fait, c'est aussi ma façon à moi, en fait, lors des périples, en fait, de le faire connaître et justement de récolter un peu d'argent pour payer ce genre de thérapie, notamment en Pologne, où tout est à notre charge, en fait. Le mode du matériel, en fait, qui n'est pas pris, qui n'est pas pris en charge, ou en tout cas pas la totalité. Et du coup, l'association nous permet de faire ça. De faire ça, ouais. Voilà, de lui offrir le meilleur, en tout cas. J'ai vu Stéphane Grus, touché par ces belles histoires. Vous, la famille, ça vous connaît, hein. Ah bah oui. Voilà. Et écoutez, on va évidemment vous aider. On a vu toutes les informations qui se sont inscrites. Et il y a évidemment le le site internet et le Facebook. Il y a également un Instagram. Ça, vous allez sur Insta et vous allez vous restez bien sûr avec nous. Gros bisous à Hugo. On marque une toute petite page de pub à suivre. C'est Stéphane Grus de la compagnie Alexis Grus avec un spectacle Origine. Ça sera au Zénith le mois prochain, 27 et 28. On en parle juste après ça. Et on parle ce soir d'un nouveau spectacle de la compagnie Alexis Grus avec Stéphane Grus. Comment allez-vous, Stéphane ? Très bien, merci beaucoup. Ravi de vous accueillir pile dans un mois, à peu près, 27-28 avril, ça se passera au Zénith, Origine nouveau spectacle. Parlez-nous de ce cirque Grus. En préparant ça, vous m'avez dit, mais on est une famille avant tout, quoi. Ben oui, c'est les racines. Hein. Notre famille est dans le cirque depuis 1854. Et d'ailleurs, nos origines sont ici, exactement. De Strasbourg, voilà, parce que c'est un tailleur de pierre alsacien de Sainte-Marie-aux-Mines qui a tout abandonné parce qu'il est tombé amoureux d'une écuyère italienne. Et voilà comment notre famille, la famille Grus, a commencé à faire du cirque. Voilà, j'avais même un jour montré le blason à Arlette Grus de la famille Grus. Exactement. Pour vous dire. Dans la famille Grus, je demande toute la famille. Et sur le spectacle, il y a un invité. Tout le reste de ce qu'on va voir, c'est quasiment que de la famille. Voilà, 3 générations de Grus dans un même spectacle avec mon papa, donc Alexis Grus, qui est donc le fondateur. Ma maman Gypsy. Ensuite, il y a la 5e génération représentée par mon frère Firmin et moi-même. Et la 6e génération avec mes 4 garçons, Alexandre, Charles, Louis, Joseph. Les filles de mon frère Célestine et Jeanne. Et voilà, ça fait une belle tribu d'artistes. Et alors, tout ça... spectacle de haut niveau. Regardez ces chevaux, puisque c'est un petit peu l'ADN, effectivement, aussi de la famille Grus. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos des chevaux et du travail que vous réalisez avec eux ? C'est une vraie tradition familiale et on est là dans l'excellence ? Ben oui, ce savoir-faire équestre, c'est vraiment le cœur de notre travail et c'est ce que l'on présente sur la piste, qu'on s'est retransmis dans la famille depuis 6 générations. Et ce savoir-faire, il évolue d'une génération à l'autre et il évolue surtout d'une création à l'autre, parce que la création, c'est le moteur de notre famille. Et chaque année, on se remet en question et on essaye, à chaque fois en s'appuyant sur ce savoir-faire, de créer de nouvelles choses. Et c'est vraiment ce qu'on arrive à montrer dans ce spectacle Origine, qui est avant tout un anniversaire, puisqu'on fête les 250 ans de la création de la piste.
C'était vraiment le thème de ce spectacle. Cette piste qui a été inventée par un Anglais, Philip Astley, qui s'est reconverti, donc un militaire qui s'est mis à faire du spectacle. Et à la base, c'était vraiment essentiellement du spectacle équestre. Okay. Ensuite, il est parti chercher les saltimbanques sur les places publiques et ça a donné naissance au cirque moderne. Et donc, dans ce spectacle Origine, on rend hommage à tous ces grands créateurs, Astley, les Franconi, Andrew Ducrot, François Baucher. Et c'est surtout le nom Origine. On revient aux origines des choses. Mais c'est aussi c'est deux spectacles en un, parce que dans cette première partie, il y a une partie donc historique qui rend hommage à ces créateurs. Alors, ce que je propose, c'est on voit les images et on en parle après. Regardez. Voilà, et là Stéphane, on vous voit sur le cheval, il y a papa aussi qui est sur la piste. Ça me fait penser un petit peu à l'École nationale d'équitation à Saumur, le cadre noir. Ce qu'on a vu, c'est vraiment le début du spectacle. Voilà, on va laisser les images, voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que ce spectacle, c'est un voyage qui démarre en 1768, donc création de la piste, mais qui se termine en 2019. Et on a deux parties très différentes, avec cette première partie historique qui rend hommage un petit peu à ce travail équestre, et une deuxième partie très contemporaine, où on montre un petit peu, où j'ai voulu montrer tout le savoir-faire de notre famille à travers les numéros équestres, mais aussi d'autres numéros comme la jonglerie, l'équilibre sur roue, le travail aérien, les acrobaties, etc. Et là, dans une mise en scène très moderne, très contemporaine. Voilà, on écoute avec le son, regardez. Voilà, et c'est les 27 et 28 avril. Ouais, ça booste. Hein. Ah oui, non, c'est un spectacle vraiment impressionnant. 40 chevaux sur la piste, 15 artistes, un orchestre de 10 musiciens, donc de la musique live très importante. Ça, c'est très cher aussi à notre famille d'être accompagné par un orchestre exceptionnel sous la direction de Sylvain Roland. Une chanteuse qui nous accompagne et qui a le rôle de narratrice en première partie, qui s'appelle Eva Poirieux, une chanteuse vraiment extraordinaire. Une artiste invitée, Anna Micheletti, qui a rejoint la troupe pour ce spectacle. C'est combien de semi-remorques là pour transporter? Alors, c'est une sacrée caravane puisque nous arrivons avec 9 semi-remorques dans chaque zénith pour nos 40 chevaux. On arrive, on installe notre lumière, notre son, nos 40 mètres cubes de terre que l'on travaille d'un zénith à l'autre. C'est vraiment une logistique. Oui, c'est une centaine de personnes pour pouvoir s'installer le matin et donner la représentation le soir. Mais en même temps, c'est une adaptation que l'on a souhaité dans la famille parce que c'était de plus en plus compliqué. Nous, on avait arrêté les tournées il y a plus de 20 ans maintenant parce qu'on ne trouvait plus d'emplacement et on voulait surtout se consacrer à la création de nos spectacles. La création, c'est le moteur de notre famille. On cherche à surprendre les spectateurs à chaque nouvelle création. Et donc voilà, les Zéniths, c'était une belle possibilité, une belle opportunité de pouvoir à nouveau faire voyager nos spectacles à travers toute la France. Vous parlez d'adaptation, il y en a une qui est importante aussi, qui est d'actualité, c'est qu'en préparant l'émission tout à l'heure, vous disiez, on n'aime pas trop dire cirque Grus, on est compagnie Grus, ça a changé par rapport au cirque en général, aux animaux dans les cirques qui ont plutôt mauvaise presse. Aujourd'hui, il faut s'adapter. C'est quoi la réalité aujourd'hui? Pourquoi vous ne voulez plus vous appeler cirque Grus? Tout simplement parce que nous, depuis des années, depuis que mon père a rencontré cette grande dame de théâtre, Sylvia Montfort, c'est elle qui nous a fait venir à Paris en 1974. Depuis cette date, on s'est mis à créer des spectacles différents et surtout des spectacles originaux qui ont plusieurs particularités. D'abord, ça raconte une histoire, il y a des thèmes différents, ils sont présentés essentiellement par des membres de la famille. Et c'est surtout un spectacle pratiquement à 99% équestre, puisque notre savoir-faire, il est 100% équestre. Et c'est pour ça qu'on revient vraiment aux origines de cette piste qui a été créée il y a 250 ans. Et donc pour se démarquer, on a toujours cherché à se démarquer. Mais le problème, c'est que les gens font toujours un petit peu l'amalgame. Il y a des villes qui ont souhaité interdire les animaux, par exemple. Voilà. Donc nous, on subit un petit peu ça, mais alors qu'on a toujours travaillé qu'avavec des chevaux. Donc le cheval est certainement le plus ancien partenaire de l'homme, puisque ça fait 5000 ans que... Enfin, même bien plus que l'on est partenaire avec les chevaux. La famille Grus, on le sait, a une complémentarité avec ses chevaux absolument incroyable. Le fait de pouvoir présenter sur la piste toutes les disciplines équestres, travail en liberté, acrobatie à cheval et travail monté de dressage, ça aussi c'est une des particularités. Donc c'est pas de dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste de dire qu'on a vraiment une identité. Mais cirque aujourd'hui, dire cirque, c'est plus politiquement correct.
Nous, ça nous fait du tort. Ah ben, ça sera la compagnie, à ne pas manquer, ça sera les 27 et 28 avril, c'est pile dans un mois. Et vous avez le site internet pour réserver rapidement. Ça se passera dans un Zénith à Strasbourg. Une petite pause avec notre camarade Tanguy Flores, c'est Chap. Et on parle de timbré maintenant. De timbré, un petit peu comme les gens autour de ce plateau. On est tous un peu timbrés, mais on a la banane, on est de bonne humeur et on a des idées et on innove. Je vais vous présenter 2 timbrés strasbourgeois qui s'appellent Maxime et Jérémy, 25-26 ans. Et ils fabriquent, Lionel, du... Muesli. Bien essayé. Muesli, c'est comme on veut, c'est les petites céréales à manger le matin. C'est fabriqué à Strasbourg, c'est dingue, ils se sont lancés là-dedans il y a quelques mois, ça s'appelle timbré. Pourquoi timbré? Tout simplement parce que c'est du muesli inspiré de voyage. Ils voyagent à travers le monde et ils vont choper des saveurs, des odeurs et le mettre dans du muesli. Et aussi timbré parce que c'est un sacré pari quand même de fabriquer les céréales du petit-déj dans une cuisine à l'Arès. C'est l'association qui a l'Esplanade. Je les ai rencontrés, 3 recettes. Une inspirée de Strasbourg avec des épices de Noël. Une deuxième inspirée du Sud avec des figues et du romarin. Tu mets du romarin, toi, le matin au petit-déj? Bah non, mais à mon avis, ça se tente. Ils en ont fabriqué, ça sent excessivement bon. Et alors, la dernière, USA avec du beurre de cacahuète et des pop-corn. Donc, ils sont complètement lâchés. Je vous propose de rencontrer Maxime et Jérémy, timbrés de Strasbourg. La recette d'un bon muesli croustillant, c'est de l'inspiration, de l'amour et beaucoup de travail. Pourquoi ça s'appelle les timbrés? On en a 2 explications. La première, c'est parce que nous, notre positionnement, c'est le voyage avec le muesli. Et comme nous, quand on part en voyage, on envoie toujours une petite carte postale à nos proches pour leur dire voilà, tout s'est bien passé, etc. On timbre la carte postale. Et c'est de là qu'est venu timbré. Et après, comme on a coutume de se dire, il faut vraiment être timbré pour faire du muesli. Il faut savoir que ça fait depuis avril 2017 à peu près qu'on travaille sur ce projet. On a eu le temps de passer quelques heures en cuisine et de faire des essais avec différents ingrédients, que ce soit les flocons de céréales, les miels, les sirops d'agave, etc. Et en fait, c'est à force de faire des essais, de voir ce qui marchait et de ce qui ne marchait pas, qu'on a réussi à trouver notre équilibre. Il y a des épices de Noël alsaciennes qui viennent de Stutzheim, donc une entreprise familiale pas loin d'ici. Il y a du miel de châtaignier qui vient du rucher de l'Ourson, un super apiculteur de Innenheim. Et voilà, donc c'est vraiment des ingrédients qui viennent là de la région. On a confronté un peu nos souvenirs de vacances. Jérémy est allé dans le sud de la France, chez sa famille. Moi, je suis allé avec des amis près de Florence. Donc là, c'est romarin, figues et abricots. Et alors là, quand vous croquez, vous entendez les cigales chanter, quoi. Avant tout, on est des grands passionnés, au-delà du muesli, on est des grands passionnés de cuisine, de nourriture. On adore découvrir de nouvelles choses. Et on va dire le muesli, ce qui est intéressant dans le muesli, c'est qu'il y a tellement de combinaisons infinies à faire. Pour nous, c'est un terrain de jeu fantastique, quoi. Prenez le nombre de céréales qui existent, le nombre d'oléagineux, le nombre d'épices, le nombre d'arômes. Voilà, vous avez compris, avec les muesli, on peut tout faire. On peut voyager partout. Et voilà, tout ça vous retrouvez sur l'application Chat. Je vous propose qu'on parle de M-Pokora la semaine prochaine. Ouais, le 11 avril à Strasbourg, on a encore un petit peu de temps. Voilà. Grosse journée. Ou sinon, vous allez sur Chat tout simplement. Exactement. Merci beaucoup Tanguy Flores, merci Sabrina. Ne manquez pas 27, 28 avril, le cirque, la compagnie Grus avec ce spectacle Origine. Bonne route à vous et au petit Hugo. Ça va être top et vous viendrez nous raconter cela. Et Sylvie Reff, nouvelle opus 21e de mémoire, c'est ça? 22e, oui. 22e. La patrie du vent sur notre histoire alsacienne. Je vous libère tous. On repart, nous, quelques instants dans le tour des cantons. On revient sur le déplacement en Alsace de la ministre Jacqueline Gouraud. C'était il y a quelques semaines. Il était évidemment question de coopération transfrontalière. Et nous, on se retrouve demain, 19h. Salut. Jacqueline Gouraud serait-elle tombée amoureuse de l'Alsace ? Le 1er mars dernier, la ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire était de retour dans l'Est pour sa seconde visite en moins d'un mois. Accompagnée des présidents des 2 départements alsaciens, elle s'est rendue à Gansheim pour visiter le pont routier, un ouvrage vital aux échanges transfrontaliers dont les travaux de reconstruction se sont achevés l'été dernier. Ici, on voit dans le domaine transfrontalier quelque chose de concret qui illustre parfaitement ce que les élus alsaciens ont voulu en
construisant cette collectivité européenne d'Alsace, c'est-à-dire montrer que ce territoire, par son caractère transfrontalier, avait des spécificités. Pour vous, Madame la Ministre, figurez-vous que... Objectif de la visite de la ministre, approfondir sa connaissance du dossier alsacien en vue de la création de la future collectivité européenne. Pour les présidents de conseils départementaux qui lui font faire le tour du propriétaire, c'est l'occasion de lui démontrer qu'en Alsace, en matière de transfrontalier, on bénéficie déjà d'une solide expérience. Par exemple, sur le pont de Gamsheim, que finalement le département a porté avec l'ensemble des partenaires, ça a été très compliqué, très long. On a dû travailler longtemps l'organisation, etc., qui allait gérer, etc. Avec la collectivité européenne d'Alsace, ce sera tout simple, puisqu'elle a la compétence pour agir, ce sera légitime pour elle d'agir, et donc on pourra gagner en rapidité de l'action publique. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur pour mieux servir les besoins des habitants. Le 4 février, les deux départements adoptaient à quelques heures de décalage une même délibération en vue de la création de la collectivité européenne d'Alsace. 3 semaines plus tard, le projet de loi était présenté au Conseil des ministres. C'est un projet qui est bien ficelé, si je puis dire, et qui correspond à l'accord que nous avions signé avec le Premier ministre, bien évidemment, et les présidents des différentes collectivités. Et donc ce projet va être discuté démocratiquement au Parlement. Mais je crois que les grandes lignes sont écrites. Prochaine étape, le 2 avril, la loi relative à la création de la collectivité européenne d'Alsace sera présentée devant les sénateurs. Alors que parfois, les textes législatifs, tout ça c'est très long. Là, en quelques mois, on a eu des avancées perceptibles. Donc maintenant, pensons que les parlementaires vont encore enrichir le texte pour qu'on puisse être prêt en 2021 avec la constitution de la collectivité européenne d'Alsace. Seul couac dans ce parcours législatif, le nom collectivité européenne qui fait tiquer le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative lui préférerait département d'Alsace. Au gouvernement, on entend pourtant respecter les accords de Matignon. Je pense que la collectivité européenne d'Alsace s'appellera la collectivité européenne d'Alsace, puisque c'est le nom qu'ont décidé les élus, les 2 présidents des conseils départementaux actuels. Du côté des exécutifs départementaux, si l'on est ravi d'avoir trouvé une alliée en la personne de la ministre, on ne baisse pas la garde et l'on reste attentif à l'évolution du projet. Moi, je suis vraiment dans une démarche de confiance, mais avec une attention toute soutenue, parce qu'effectivement, on voit bien qu'au niveau central, au niveau parisien, notre démarche apparaît un peu incongrue, que dans l'État central, et un certain nombre de personnes sont plutôt dans une logique recentralisation, etc. Donc on doit toujours être très attentif. Bon, on a un vrai soutien de la ministre Jacqueline Gourault qui est avec nous pour porter ce projet. On sent la volonté du gouvernement d'être dans la préfiguration du droit à la différenciation, mais on n'est pas à l'abri de ceux qui veulent appuyer sur le frein. Un certain nombre ne veulent pas qu'on aboutisse. La manière dont vous avez présenté votre territoire... La visite se termine à l'hôtel de ville de Haguenau pour un échange autour de la coopération transfrontalière. Localement, on est très intéressé par la création de la collectivité européenne, notamment par sa volonté de jeter des ponts sur le Rhin au propre comme au figuré. Pour pouvoir travailler vraiment sur un espace transfrontalier, il faut une amélioration des infrastructures, notamment de transport, de mobilité, pour que les femmes et les hommes qui habitent dans un territoire et qui ont besoin de se déplacer puissent le faire de façon plus simple. Aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons pas, par exemple, au nord de Strasbourg, de pont autoroutier. Les seules infrastructures pour traverser le Rhin, ce sont des infrastructures liées à un barrage hydraulique, mais ce ne sont donc pas des infrastructures purement routières, voire autoroutières. C'est vrai que pour rejoindre Karlsruhe, qui est une très grosse métropole, il y a plus d'1 million d'habitants autour de Karlsruhe. C'est vrai qu'on se dit qu'on a peut-être aujourd'hui des manques à combler. Enfin, il est aussi question de santé. En sursis, la maternité de Wissembourg pourrait bien trouver un nouvel essor dans le transfrontalier.
on voit bien qu'aujourd'hui, pour préserver l'hôpital de Wissembourg, c'est important de le réfléchir à l'échelle transfrontalière pour qu'il y ait suffisamment de patients, de femmes enceintes qui viennent. On voit bien aujourd'hui, pour sauvegarder Wissembourg, on a besoin de pouvoir accueillir des personnes, des mamans venues, des futures mamans venues d'Allemagne. Donc il faut qu'on lève tous les obstacles administratifs à tout ça. Eh bien, c'est important que la collectivité européenne d'Alsace, dès lors qu'il y a un enjeu transfrontalier de ce type, elle puisse agir. Prochain rendez-vous pour la collectivité européenne d'Alsace début avril pour le passage du texte de loi au Parlement.